Il y a une vingtaine d'années, lorsqu'un médecin oncologue rencontrait son patient, il lui montrait l'image d'une tumeur. Et il lui disait, on va s'occuper de vous, on va vous opérer, on va vous faire une radiothérapie. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour expliquer à un patient sa maladie. Il faut lui expliquer aussi que c'est le résultat d'une altération de son gène, mais aussi peut-être d'un défaut d'immunothérapie, et que donc il faut prendre une photo plus détaillée, plus intime de sa tumeur par les altérations génétiques, par la nature de son profil immunologique, et il faut expliquer au patient que de son profil, face à l'arsenal thérapeutique qui devient une opportunité parce qu'il y a beaucoup de potentiel, mais devient un risque car tous les patients, selon leur profil, ne peuvent pas répondre. Aujourd'hui, il y a une révolution qui est en marche dans le domaine de l'oncologie et cette révolution est possible grâce au profilage moléculaire de la tumeur. Il y a eu l'avènement d'une technologie qui s'appelle le séquençage à haut débit qui permet de voir quelles sont les mutations qui sont spécifiques à la tumeur d'une personne. Et ça ouvre une ère tout à fait nouvelle, une ère dans laquelle on peut comprendre quelle est l'origine d'un cancer et du coup agir sur son origine plutôt qu'agir uniquement sur les conséquences et les manifestations. Donc, compte tenu que ces technologies aujourd'hui nous permettent de comprendre quel est le profil d'une tumeur, la prochaine étape est finalement de créer un réseau de sorte à ce qu'on construise ensemble une intelligence collective dans laquelle non seulement on collecte les profils tumoraux de patients, mais aussi comment ces profils et donc ces patients réagissent à des médicaments. Et là, je pense que si on arrive à construire ça, on passera dans une ère dite d'épidémiologie en temps réel, une ère dans laquelle, sur la base de 10 000 profils de patients qui ont été analysés et du traitement qui leur a été administré, on saura que le prochain patient qui se fait diagnostiquer a une tumeur qui ressemble à celle de 2000 autres patients, parmi lesquels 10% ont reçu un traitement et ont survécu du cancer. Ça, je crois très fortement qu'il y a une énorme transformation dans le monde de l'oncologie et que très prochainement, c'est ce genre d'outils, de réseaux intelligents dont les patients bénéficieront. Ces dernières années ont vu émerger de manière très importante l'immunothérapie, notamment dans les tumeurs solides, avec une véritable révolution par rapport aux résultats qui ont été observés. On savait qu'il y avait un rôle important du système immunitaire dans le contrôle des tumeurs. On avait des données, notamment en hématologie, dans la greffe de moelle, qui montraient que le système immunitaire pouvait contrôler la rechute de certaines leucémies ou lymphomes. Dans les tumeurs solides, on avait en revanche que des données assez préliminaires montrant un effet de certains agents de type interleukine ou interféron dans des tumeurs qui étaient considérées comme immunogènes, c'est-à-dire répondant particulièrement aux immunothérapies, ce qui était le cas du cancer du rein et du mélanome. On était de toute façon assez limité par des problèmes à la fois d'efficacité et de tolérance. Donc l'immunothérapie dans les tumeurs solides faisait partie de manière très mineure de l'arsenal thérapeutique. Après les années 2010, on a vu les choses complètement changer et on peut parler de renaissance de l'immunothérapie, puisqu'avec l'arrivée d'une nouvelle classe thérapeutique qu'on appelle les inhibiteurs de checkpoint, on a vu arriver des résultats absolument remarquables. Alors le premier, qui était un inhibiteur d'anti-CTLA4, ipilimumab, a montré des résultats tout à fait significatifs dans le mélanome, avec une présentation à l'ASCO. La deuxième vague a été représentée par les anticorps anti-PD-1, qui là ont été vraiment un changement profond, puisqu'ils ont montré une activité dans des tumeurs qui étaient peu répondeuses à l'immunothérapie classique, et y compris dans des stades avancés métastatiques en monothérapie. Ça a été le cas justement dans le cas de cancer du poumon, où les anti-PD-1 en monothérapie sont actifs chez un certain nombre de patients. Donc, au fur et à mesure du développement clinique, on a vu la liste des indications potentielles augmenter et on a globalement des taux de réponse aux pathologies qui vont varier entre 15 et 45% dans des tumeurs dites sensibles. Donc ça a été un vrai changement de paradigme et ça a montré que dans des tumeurs pour lesquelles on a une infiltration de cellules T du système immunitaire au préalable, quand on déverrouille
ce système immunitaire, on peut contrôler une tumeur même avancée. Donc ça, c'est le progrès qui a été amené ces dernières années et qui a forcément redonné un nouveau gain d'intérêt à l'immunothérapie, puisque on est passé dans les congrès de sessions qui étaient très réservées aux initiés à des congrès où il n'y a plus que de l'immunothérapie. Donc c'est vraiment un engouement majeur, mais qui correspond à une réalité clinique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise de manière de routine des immunothérapies de type anti-PD-1. Donc ça, c'était vraiment le grand bouleversement. Après, il y a eu d'autres approches qui ont amené beaucoup d'espoir, un petit peu plus particulières. Je pense à des thérapies cellulaires, ce qu'on appelle des CAR, qui sont des cellules modifiées, qui viennent exprimer de manière spécifique une molécule qui va reconnaître un marqueur de la cellule tumorale. Et ces CAR ont été développés dans certaines tumeurs hématologiques, dans certaines leucémies, avec des résultats tout à fait remarquables, mais qui restent compliqués à utiliser et limités aussi par une certaine toxicité. Donc, l'ensemble de ces données a réellement apporté un changement dans la vision de l'immunothérapie et un réel espoir. À partir du moment où on a pu, pour un sous-type de cancer donné, identifier les causes moléculaires de ce cancer, eh bien on avait en main quelque part ce que j'appelle les racines du mal, qu'on pouvait couper de façon assez spécifique par des molécules qui sont capables donc d'inhiber, de détruire ces racines particulières qui sont la cause même du développement d'un cancer. C'est ce qu'on appelle les thérapeutiques ciblées, qui dans un certain nombre de cancers, pas dans tous malheureusement, mais dans un certain nombre de cancers, ont déjà montré des résultats extrêmement intéressants. Il y a une vingtaine de médicaments de thérapeutiques ciblées qui sont utilisés aujourd'hui en clinique. En fait, il faut bien comprendre que les cancers, ce sont des tissus totalement anormaux, très complexes, qui sont composés non seulement de cellules cancéreuses, mais d'autres cellules autour qui peuvent participer au développement du cancer. Il y a des cellules qu'on appelle des cellules stromales et puis il y a des cellules du système immunitaire. Et les cellules du système immunitaire vont bien entendu, en tout cas dans un premier temps, essayer de contraindre, d'empêcher le développement du cancer. Malheureusement, les cellules cancéreuses sont des cellules malignes qui sont capables, par différents mécanismes, d'empêcher cette reconnaissance par les cellules du système immunitaire. Et parfois même, les cellules cancéreuses vont arriver à profiter, en dérégulant les cellules immunitaires, vont parfois en profiter pour se développer encore plus. Et les connaissances récentes ont permis d'identifier des molécules clés du dialogue entre les cellules immunitaires et les cellules cancéreuses. Et ainsi, on a pu conceptualiser des médicaments qui sont en fait des anticorps, des médicaments qui ont permis de rétablir le dialogue normal entre les cellules cancéreuses et les cellules immunitaires. C'est ce qu'on appelle les immunothérapies. Et les immunothérapies, là encore, dans différents sous-types de cancers, ont montré des résultats extrêmement intéressants et surtout, ce qui est particulièrement prometteur, avec des réponses qui sont durables dans le temps. Donc on se retrouve avec deux nouvelles armes en termes de médicaments anticancéreux qui s'ajoutent aux chimiothérapies conventionnelles, donc les thérapeutiques ciblées et les immunothérapies. On n'en a pas fini des évolutions, il y aura de nouveaux médicaments, probablement dans ces deux voies, nous allons avoir de nouveaux médicaments. Après, il va falloir savoir quelles sont probablement les meilleures combinaisons entre ces deux types de médicaments, et puis parfois toujours avec les chimiothérapies conventionnelles, pour chacun des sous-types de cancer, et ce sera donc un enjeu majeur pour les 10 ans à venir. Malheureusement, on peut dire qu'il y a une majorité de patients qui ne répondent pas à une immunothérapie de type anti-PD-1 utilisée seule en monothérapie. Ce qui veut dire qu'en gros, l'utilisation de ce type d'agent en monothérapie va être limitée à certaines catégories de patients et qu'il y a un véritable avenir pour essayer de combiner ces thérapeutiques à d'autres molécules pour pouvoir augmenter le taux de réponse et augmenter les populations cibles. Effectivement, en cancérologie, on voit bien qu'il y a une explosion des protocoles de combinaison. D'ailleurs, on parle beaucoup des immunothérapies qui ont une efficacité sur un nombre
exceptionnelle, mais sur un nombre relativement restreint de patients, 20-30% en général, c'est les chiffres qu'on annonce. Et on voit bien que les laboratoires qui fabriquent ou qui développent ce type de molécules cherchent des combinaisons, cherchent à associer ces traitements à d'autres traitements qui vont aller finalement étendre la population qui y répond. Alors, il y a un champ des possibles énorme de combinaisons entre chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie et j'en passe. Inéluctablement aussi l'avènement des biomarqueurs, des facteurs de réponse, des marqueurs de réponse et de pronostic et diagnostic sont extrêmement importants pour aider finalement les médecins, les développeurs au départ à faire les bonnes associations, parce que le champ des possibles, encore une fois, est énorme, mais aussi les médecins à trouver les bonnes associations au travers justement de marqueurs d'activité, de marqueurs de réponse de tumeurs qui va les guider dans un choix ou dans un autre en termes de combinaison. Il va y avoir de plus en plus de combinaisons de thérapies qui vont être administrées aux patients. Et là, ça va être très très difficile de savoir quelles sont les combinaisons qui vont bénéficier aux patients et quels sont potentiellement aussi les effets indirects auxquels les patients vont être soumis. Donc on pense que finalement, l'avènement du séquençage à haut débit, qui est une technologie digitale, est celle qui va permettre la mise en réseau d'hôpitaux. Dans un premier temps, pour créer du savoir autour des profils moléculaires, mais dans un deuxième temps aussi pour, au sein de ce réseau, pouvoir informer le réseau avec de l'information sur les traitements qui ont été donnés, les combinaisons de traitements. Est-ce que ces combinaisons de traitements ont fonctionné ou pas chez certains patients? Est-ce que ces combinaisons de traitements ont conduit à des effets négatifs ou pas? Et nous, on pense que grâce à de l'intelligence artificielle qui se nourrit de ces réseaux, qui produit ces données-là, des sociétés comme Sophia Genetics pourront cibler pour la performance et donc finalement éviter à ce que des cocktails ne soient utilisés chez certains patients qui n'en bénéficieront pas. On en est arrivé à la situation où quasiment chaque patient présente un cancer qui lui est propre, parce que les événements moléculaires qui sont à l'origine de ce cancer et qui ont permis son évolution ne sont jamais strictement les mêmes de patient à patient. Alors, ceci peut faire peur, parce qu'on peut se dire, mais alors, si en fait c'est une maladie différente pour chaque patient, comment peut-on prendre en charge ces pathologies et qui, pour certaines d'entre elles, sont des pathologies qui sont agressives? C'est vrai que ça complexifie bien entendu le diagnostic et la complexité, ça complexifie également la prise en charge thérapeutique de ces pathologies. Ceci étant, ce qu'il est très important de comprendre, c'est qu'on voit malgré tout, malgré cette diversité, eh bien, on peut regrouper des pathologies dans des sous-types de cancer. Alors aujourd'hui, on en est à peu près à 600 sous-types différents, mais certains qui sont fréquents, d'autres qui sont beaucoup plus rares. Ce qui est important, c'est que maintenant, on est capable de savoir dans quel sous-type se trouve le cancer qu'on vient de diagnostiquer. À partir de ce moment-là, on peut évidemment mieux choisir la thérapeutique la plus adaptée. Et quand on fait le diagnostic d'un cancer sur la base du diagnostic fait par l'anatomopathologiste et également maintenant sur la base du diagnostic fait par les analyses moléculaires, eh bien, ceci permet d'avoir une classification qui est beaucoup plus précise que précédemment. Ça permet de bien classifier en fait un cancer donné dans son sous-groupe particulier et donc d'avoir une possibilité d'un choix thérapeutique beaucoup plus adapté pour ce cancer donné qu'on ne pouvait le faire auparavant. Cette complexité biologique pose évidemment un problème aujourd'hui pour le clinicien, mais qu'on arrivera là encore, et on y arrive déjà pour beaucoup de cancers, il faut rappeler qu'on guérit plus d'un cancer sur deux aujourd'hui, pour beaucoup de cancers on y arrive déjà, et on va y arriver pour plus en plus de cancers, on arrivera à mieux adapter, choisir la thérapeutique la plus adaptée pour chacun de ces cancers.